Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Je vais juste vous donner quelques petites secondes pour revenir à la salle au cas où vous n'étiez pas prêts, mais nous sommes prêts maintenant pour écouter notre conférencier francophone. Alors, nous avons avec nous Marc-André Leclerc et comme vous l'avez vu, le titre de sa présentation sera Un chef à Montréal. Marc-André, en fait, a commencé à travailler dans les cuisines à l'âge de 12 ans, alors très jeune à laver de la vaisselle, mais il a rapidement progressé. Et puis, j'ai la liste ici des grands restaurants de Montréal dans lesquels il a travaillé. Et franchement, juste à lire la liste, je salive. Si vous ne connaissez pas beaucoup les restaurants à Montréal, vous ne verrez pas l'importance de cette liste. Mais si vous connaissez les restaurants à Montréal, on a le Toqué, le Pied de Cochon, Joe Beef, l'Express. Ce sont vraiment d'excellents restaurants. J'ai eu la chance de tous les essayer dans ma vie. Alexandra, ce matin, dans sa présentation, a parlé de privilèges dans le monde de l'alimentation. Alors, j'ai essayé tous ces excellents restaurants. Et puis, en plus, Marc-André, notre orateur, a plusieurs années d'expérience dans ses voyages. Puis, il est l'un des fondateurs du mouvement de street food de Montréal. Alors, Marc-André, à toi la parole maintenant. Tu as une vingtaine de minutes. Tu m'as déjà averti que tu vas probablement dépasser. Alors, au besoin, je vais t'interrompre. Oui, bonjour. Moi, c'est Marc-André. Je suis à Montréal. Ça fait presque 30 ans de métier que je fais. Je voulais identifier les grosses maisons pour lesquelles j'ai travaillé parce que ma discussion aujourd'hui est un petit peu plus bémol. C'est à propos un peu du racisme dans l'assiette. Je parle pas du racisme dans les cuisines, du manque d'égalité salariale, de la guerre des sexes ou le racisme. Racisme, là, moi, je parle littéralement le racisme dans l'assiette. C'est la façon que le client voit l'industrie au point de vue du consommateur, puis pas du producteur. Quand j'ai quitté les grandes cuisines de Toqué, Joby, Kid Cochon, l'Express, puis tout le kit, j'ai vu qu'un gars à Los Angeles qui s'appelait Roy Choi, qui faisait un mouvement pour la bouffe de rue, qui en fait, c'est des cantines ou des restaurants sur les camions avec une base, tu sais. Euh, j'ai essayé d'amener ce que je pouvais, mais déjà là, ça commence. On voit un abcès formé immédiatement dans la création des menus, où est-ce que normalement, je vais créer un menu, je vais choisir des légumes, des viandes, des produits pour transformer. Je vais calculer le cost financier, le coût des aliments, puis venir à une solution mathématique pour un prix fixe pour vendre l'item. On va dire du homard, ça coûte, un homard me coûte 30 mais je vais vendre le homard 60 à 80 pour que tout le monde ait sa part de la tarte à l'assiette. Quand j'ai parti le food truck, on voulait faire des tacos à la cuisine mexicaine. J'ai immédiatement vu une grosse différence. J'avais déjà vu cette différence-là avant chez Joe Beef. On avait un restaurant à côté qui était une cantine. Une cantine, c'est un genre de, on appelle ça des greasy spoons. En anglais, c'est des petits restaurants là où est-ce qu'on mange des hamburgers, des pogos, des hot dogs, de la poutine, des frites. Puis Joe Beef à côté était un restaurant très, j'ai entendu dire, on parlait de privilèges. C'est un restaurant très privilégié, c'est très élite, c'est très premier, 1%. C'est l'élite qui vont manger là, puis c'est les chefs élites qui travaillent là. Puis on faisait un hamburger. Euh, un hamburger, là, il n'y avait pas de magie, il n'y avait pas de foie gras, c'était un vrai de vrai hamburger avec du bœuf puis du pain maison, tout. Puis on vendait l'hamburger 27 Le restaurant à côté, qui était une cantine, vendait un burger qui était probablement 90% similaire pour 5 tu sais. La différence là était, oui, il y a des chefs élites, du service élite, il y a tout, mais pareil, ça reste la même expérience. Tu sais. C'est dur de justifier aux clients puis de leur expliquer la différence de prix. Bien, quand on a parti le food truck, on avait ce problème-là où est-ce qu'on avait un produit que les gens associaient pas avec la pauvreté, mais surtout pas avec l'élite. Avec le fine dining ou high gastronomy. La gastronomie n'était pas associée avec la cuisine sud-américaine de rue. C'est que je me suis ramassé avec un problème parce que les gens critiquaient énormément à cause qu'on faisait des tacos à 5 à 6 pour chaque taco. Puis la formule que j'appliquais pour faire mes menus il y avait un abcès énorme où ce que je ne pouvais pas charger plus. C'est que ça limitait à ce qu'on pouvait faire.
Un bon exemple face à ça, c'est le chicharron. Le chicharron, c'est en Amérique du Sud, c'est de la peau de cochon qui est transformée en plusieurs procédés. C'est déshydraté, c'est bouilli, c'est séché et c'est frit. Puis en fait, que ça fait un gros chip de peau. Là, on appelle ça des pork rinds en anglais, chicharron en français ou des croustilles de peau de cochon. Euh, Quand je suis allé en Belgique, je suis allé manger chez In the Wolf, qui est un grand, grand restaurant dans les top 5 au monde. Puis ça nous a coûté un lunch, ça nous a coûté à 4, pas loin de 5 000 Puis un des services, il y avait beaucoup de services, on était là pendant 11 heures aussi, là, était des chicharrones. C'était un chicharron servi vraiment là, sur une nappe. C'était quasiment un show. Mais le fait que j'ai payé autant pour quelque chose que quand je suis allé à Oaxaca ou je suis allé à Mexico City, à DF, parce que je suis dans la rue pour moins qu'1 $, j'en ai un gros sac. En quelque part, il y a quelque chose, la formule, c'est là que l'éveil s'est fait dans ma tête, parce que pourquoi est-ce que je paye autant d'un côté puis autant de l'autre? C'est-tu à cause que c'est des chefs blancs? C'est-tu à cause que c'est des latinos? C'est quoi la différence? T'sais? C'est que la fascination a vraiment commencé là. Puis les tacos, quand on s'est mis à faire les tacos dans le camion, on a vécu le même problème où est-ce que les gens refusaient de payer 5-6 $ en me disant ouais, mais si je vais chez le chef latino, puis je paye 1 pièce le taco, pourquoi est-ce que je paierais toi 5 pièces le taco? Mais la vérité, c'est que les gens le payaient. Est-ce que c'était à cause que j'étais blanc? Tu sais? Je ne sais pas. Mais il y a clairement, clairement une différence là. Un autre exemple va être le sushi. Les gens, tu sais, un sushi va à l'intérieur d'un maquis, un rouleau là, qui est coupé en 5 à 6 morceaux. Il va avoir à peu près 80 grammes de poisson dedans. Dans un taco, à côté, je vais avoir à peu près 100 grammes de protéines ou de poisson ou de viande ou de. On s'entend que viande et poisson, on va à peu près caster ça au même niveau. C'est dans une bouchée de taco que quelqu'un ne veut pas payer 9 pour. Mais c'est vraiment un problème. Si je mets ça à 9 je vais me faire attaquer. Là. Les gens là, ont beaucoup d'émotions attachées à la communication quand ça vient au manger. Mais pas de problème à payer 9 à 12 pour moins de viande puis du riz. C'est que c'est vraiment cost-wise, puis la production de travail, la connaissance et tout sont au même niveau. Il y a pas un qui est meilleur que l'autre, mais c'est socialement acceptable de payer 12 pour 6 morceaux de sushi à 80 grammes, mais c'est pas acceptable de payer 12 pour un taco à 100 grammes de protéines, de viande ou de poisson ou de quoi que ce soit. C'est que ça, c'était un des bons exemples qu'on a vu perso que j'ai vécu. C'est ça qui est drôle aussi, quand je reviens au chicharron, là, je te dirais 8-10 ans, il y a un gros mot qui est sorti là, en cuisine. Là. Ça s'appelle la cuisine moléculaire. Les gens parlaient de déconstruire puis de comprendre la science derrière tout ce qui était alimentaire. Tu sais. Ça l'aidait aussi à saler la facture des restaurants. C'est comme on va dire un hype word. Ça spinait un petit peu plus haut que ce que c'était. Tu sais. C'est comme je te dis, un bartender, tu sais, ou un mixologue. C'est juste le mot, juste changer le mot fait que je peux mettre plus sur la facture. C'était pas croyable. Tu sais. Oui, il y a un petit peu plus de recherche quand on parle de cuisine moléculaire, mais tu sais, le chicharron, qui d'un côté au Mexique a été fait parce que c'est tout ce qu'il y avait à manger, c'est la peau, c'est qui est transformée. C'est les mêmes transformations qui sont très complexes. Pour faire des chicharrons, il y a beaucoup de travail. C'est les mêmes transformations que quand je suis allé au restaurant, qui est macaron Michelin, 3 étoiles, puis c'est le même procédé avec le même produit. C'est fait par 2 personnes différentes. C'est que j'ai vraiment eu de la misère à comprendre. Euh, puis c'est à tous les jours que je vois l'exemple. Un autre exemple, Chinatown à Montréal, tous les restaurants chinois. À Montréal, puis dans beaucoup des villes, clairement peut-être pas en Chine ou dans le monde asiatique, mais à Montréal, ce ne sera jamais un restaurant chinois qui va être le meilleur restaurant à Montréal. Ça va dans beaucoup de villes. À New York, c'est un bon exemple aussi, même s'il y a eu des chefs excellents, puis des projets superbes. Là, on regarde à Los Angeles, il y a eu Roy Choi. On regarde à New York, il y a eu Mission Chinese. C'est des restaurants qui sont allés au top niveau, mais jamais dans les top 10
jamais dans les restaurants les plus recherchés, les plus célébrés ou les plus récompensés professionnellement. C'est un cercle ethnique. C'est comme une prison un peu. Puis quand j'ai parti Grumman, je suis descendu dans cette prison-là parce que les gens disaient Marc, tu fais la cuisine française, mais déguisé en mexicain. J'étais comme bro, what the hell? J'ai vraiment eu beaucoup. Il a fallu que j'y pense beaucoup. Tu sais. Ça vient, c'est pas juste ethnique le problème aussi. Tu sais, je vais donner un autre exemple. Là, je fais beaucoup de Reddit, qui est une plateforme sociale. Puis sur les subreddits, alimentaire, food porn, cuisine des trucs. C'est jamais les légumes qui sont mis à l'avant, c'est toujours la viande. C'est un peu genre le même préconception qui se passe, parce que je pense pas que c'est le même niveau de racisme qu'on va retrouver dans les situations classiques, tu sais, là, à tous les niveaux. Honnêtement, c'est quelque chose qui est fascinant, puis qu'on parle pas beaucoup de. Là. Peut-être c'est peut-être moins important aussi, mais pour moi, c'est trouvé ça fascinant que le taco et le sushi sont deux entités complètement différentes. Puis c'est un rabbit hole sans fin, là, un puits sans fin dans lequel on peut discuter beaucoup. Tu sais, à Montréal, il y a eu un chef qui s'est fait prendre dans l'appropriation culturelle, là, comme on dit, qui a fait un événement coréen. Je ne vais pas aller dans son nom ou son restaurant, mais tous les blogueurs, toutes les personnalités Internet se sont lancées sur lui comme si c'était une fête. Moi, je pense que ce chef-là, regarde, il aime la bouffe coréenne. Il s'est fait un événement coréen, tu sais. Puis c'est sûr qu'il a vendu le plein prix. Tu sais. Il y a eu comme un genre d'attaque à son entreprise après parce que il n'était pas coréen. Tu sais, honnêtement, la différence, c'est le même problème mais à l'envers. Tu sais, est-ce qu'un chef blanc qui fait la cuisine ethnique ou est-ce que est plus célébré que comme. Tu sais, si mettons que je fais de la cuisine filipino, ben, est-ce que le chef filipino, il a des meilleures chances d'être le meilleur chef à Montréal? C'est problématique un peu, puis c'est pas super bien intégré, là. Ça revient au vieux racisme, vraiment pas le fun. Il y a des exemples à tous les niveaux comme ça aussi. Là. Puis même dans les propres cuisines, tu sais, dire un exemple, dans la cuisine américaine, tu n'iras pas chez Thomas Keller manger du meatloaf. Tu sais. Puis c'est drôle parce que le meatloaf étant dans la cuisine américaine, tu sais, meatloaf, c'est vraiment synonyme avec cafétéria, avec genre mom's cooking, c'est cuisine de maison, tu sais. Mais dans la cuisine française, au plus haut niveau du meatloaf, c'est du pâté de campagne, c'est des terrines qu'on vend à 12 la tranche. Puis on s'entend, c'est pas loin du même produit. C'est de la viande moulue qui est cuite dans un moule au four d'une façon ou l'autre. Je trouve ça toujours fascinant que quand je regarde la réalité du prix des produits que j'achète, puis du prix qu'on le vend, puis comment le facteur, c'est pas le prix du produit que j'ai payé, mais qu'est-ce que je fais à manger? Si je vends du pâté de campagne, puis je vends du meatloaf, je peux vendre ça à deux prix complètement séparés, puis c'est la même quantité de main-d'œuvre, puis c'est la même quantité de produits, puis le produit vient de la même animal, puis de la même ferme, mais à cause que c'est du meatloaf, je peux pas le vendre au même prix. Mais si j'appelle ça en français pain de viande, ça vend pas. C'est vraiment drôle. Puis c'est aussi un point de vue d'intimidation aussi, pas un snobisme, mais dans le monde du vin, le vin étant un bon exemple comme ça, euh, je trouve ça fascinant qu'il n'y a pas des fashions, pas des modes, là, mais on a arrêté de boire certains alcools à cause que d'autres sont à la mode et tout. En tout cas, ça, je ne vais pas embarquer là-dedans là, parce que c'est un puits sans fin, comme je disais avant. Pour Chinatown, étant un exemple extrême de ça, c'est j'achète un homard, un crabe, un demi-canard, des palourdes, des crevettes. J'achète tous les meilleurs produits que je peux acheter, puis ça me coûte 100 Puis je vais sortir de là avec un sac.
avec des invendus, avec des restants, ce qu'on appelle un doggy bag. Tu sais. Tandis que, comme littéralement 300 mètres à côté, je vais manger un restaurant français où est-ce que je vais manger du canard, du homard, du crabe, des palourdes, des crevettes. Puis à la place de me coûter 80 à 100 ça va me coûter à 300 à 400 Puis je le sais que le produit, il vient de la même personne. Le homard, il vient de la Gaspésie. Les palourdes, ils viennent de Matane. Tous les produits viennent d'ici. C'est que l'interprétation que c'est un Chinois qui fasse le manger ou que c'est le meilleur chef dans la province, c'est spiné par les médias, c'est spiné par un genre d'abcès qui a besoin d'être crevé. Là. Enfin, c'est pas fair que quelqu'un qui dit ah ben tu sais, moi je suis chinois, je peux pas aller à un restaurant en ville, c'est complètement débile. Ces gens-là, ils travaillent déjà. C'est un métier où on travaille déjà beaucoup. Je trouve ça drôle que, tu sais, là, je ne veux pas dire là, white privilege, mais c'est vraiment ça. À Montréal, il n'y a presque aucun chef noir. C'est hallucinant. Je pense que j'en connais deux. Puis il y en a un qui est à la retraite. C'est assez impressionnant. Ça m'attriste énormément. Parce que honnêtement, la cuisine ethnique, ça ouvre tellement les portes au plaisir puis à tout ce qui est délicieux. Fait que c'est ça. Excusez-moi, une seconde. Pac, pac, pac. C'est drôle, j'ai fait cette conférence-là, la conférence que je fais avec vous, je l'ai faite en Belgique. Puis le chef du restaurant que je suis allé manger, In the Wolf, était présent. C'était un genre de TED Talk pour un festival ambulant qui s'appelle Omnivore. On se promène d'une ville à l'autre, puis on fait des conférences sur quoi que ce soit. Quand je suis arrivé, j'étais derrière un chef vraiment, vraiment prestigieux. Puis lui avait une présentation, puis je suis sûr que sa présentation a probablement coûté 100 000 il y avait comme 25 gars sur le stage, il y avait 2 films, il y avait une trame sonore, il y avait tous les éléments de sa présentation, sur une présentation culinaire, étaient suspendus en air sur l'hélium, sur des ballons. Son nom, c'est Samoum de Jambre. Il y a un restaurant, c'est probablement le meilleur chef en Belgique, là, le plus décoré et étoilé et aimé. C'est que je suis arrivé, puis il y avait peut-être 5000 personnes. J'étais très intimidé. J'étais derrière lui, puis l'organisateur de l'événement, Luc Dubanchet, me regarde, tu sais, puis regarde la présentation, puis moi, j'ai un petit T-shirt qui a un trou dedans. Puis j'ai un sac avec des peaux de cochon dedans, puis j'ai un autre sac avec la peau de cochon qui est cuit. Puis j'ai 2 sacs, des Ziplocs, littéralement des Ziplocs qui ont transporté dans mes valises, qui ont l'air un peu chien battu. Je suis allé sur le stage, puis des 5000 personnes qui avaient la présentation que je pourrais décrire de cinématographique. Je pense que si Woody Allen puis d'autres grands directeurs seraient mis ensemble, ça ne serait pas à ce niveau-là. Il y avait des caméras dans le bois, des fermes, tout. Là. Moi, je suis arrivé, pas de musique, pas de présentation, pas rien, avec mon T-shirt, un trou puis 2 sacs de peau de cochon, avec la même foule. La moitié se sont levés puis sont partis. C'est que j'ai commencé à paniquer, puis j'ai une friteuse pour faire frire les peaux de cochon, tu sais. C'est que j'ai tout mis les peaux de cochon dedans en espérant que ça fasse un show, tu sais, le meilleur que je pourrais offrir pour me sauver de la situation très embarrassante publiquement, tu sais. Puis il y a un chef italien qui s'appelle Gabriele Bonci, qui est monté, qui a sauté de sa chaise. Il a sauté de sa chaise, il est monté sur le stage, puis il s'est mis à manger, mais il parle pas français ni anglais. Puis il s'est mis à crier en italien. Après mes chicharrones, puis à toutes les manger. Puis honnêtement, ça m'a tellement. J'ai choqué. Juste avant que ça arrive, je commençais à choquer, puis ça m'a débarré comme ça, puis j'ai eu une très belle conférence. T'sais. Ça reste une des meilleures histoires de conférences à vie. Il faut que tu imagines, c'est pas un petit monsieur, Gabriele Bonci, c'est peut-être le meilleur chef en Italie maintenant. Il est gigantesque. C'est que ça m'a vraiment sauvé de l'embarras de passer derrière un des plus grands chefs respectés en Europe, puis d'arriver puis commencer à choquer devant avec mes 2 ziplocs pleins de peau de cochon. C'est que c'est ça. C'était moi. C'est ça, regardez, ben merci, puis ben passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Marc-André. C'était fascinant.